Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme chaque semaine, nous consacrons notre débat à un dossier. Et cette fois, il est économique et d'économie internationale concernant la crise ukrainienne et la crise énergétique en Europe. En 2021, environ 45% des importations de gaz naturel de l'Union européenne provenaient de la Russie. Face à la situation actuelle, la Commission européenne propose un plan baptisé Repower Union visant à affranchir l'Union de sa dépendance en gaz russe d'ici à 2027. En 2021, l'Union européenne consommait 400 milliards de mètres cubes de gaz. L'Union européenne est pressée par Kiev et certains États membres, dont la Pologne, d'arrêter ses importations d'hydrocarbures en Russie afin de tarir le financement, selon leur dire, de la guerre déclenchée par Moscou en Ukraine. Beaucoup moins exposé, Washington a imposé un embargo sur le pétrole et le gaz russe, mais de nombreux États membres de l'Union européenne restent opposés à une telle sanction car 45% des achats de gaz de l'Union européenne provient de Russie, comme on l'a si bien dit. Une proposition et une proportion qui va jusqu'à 55% pour l'Allemagne et plus de 95% pour la Finlande, la Hongrie et la République tchèque. Alors que Moscou exige depuis le 1er avril passé un paiement en roubles des livraisons de gaz. Tout cela a engendré une crise de gestion de cette problématique énergétique. Mais beaucoup d'experts disent, est-ce que l'Europe survivra-t-elle économiquement sans le gaz russe? Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir l'expert en économie internationale, M. Abdelrahman Hadef. Bien le bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, l'heure, on va dire, est grave pour l'Union européenne qui est dépendante, on va dire, économiquement et même dans sa sécurité interne, socialement, du gaz russe. Le ministre qatari a bien précisé il y a 7 mois ou 6 mois de cela qu'aucun pays n'a les capacités de remplacer aussi rapidement le gaz russe. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qui fait que ce serait vraiment difficile à l'Europe de se départir du gaz russe et de le remplacer par d'autres approvisionnements. Aujourd'hui, l'Union européenne se retrouve dans une situation de crise énergétique aiguë qui fait que, avec l'approche de l'hiver, peut se répercuter et devenir une vraie problématique et une crise économique pour les pays européens. Donc, je pense que ce qui a été envisagé par les membres de l'Union européenne en termes de sanctions envers la Russie dans son conflit avec l'Ukraine n'a pas été mesuré proprement dit, et aujourd'hui l'Europe se retrouve dans un cas de figure très problématique en termes d'approvisionnement, surtout en produits énergétiques. Alors, je pense que malgré qu'il y a eu mise en place d'un plan de Repower EU 2027 qui prévoit un désengagement par rapport aux approvisionnements du gaz russe et une diminution de ces livraisons, je pense que sur le court terme et le très court terme, ça devient une vraie problématique aujourd'hui. Donc, par rapport à l'arrêt des livraisons, nous avons vu l'arrêt des livraisons par rapport à la France et du gazoduc Nord Stream, le gazoduc allemand. Déjà, l'arrêt de ces livraisons a jeté un froid sur les bourses européennes. Nous avons remarqué que la bourse de Paris a clôturé en baisse de 1,20 lundi passé. À quelques mois de l'hiver, il y a un choc énergétique qui menace de plonger le vieux continent dans la récession. Donc le problème déjà, il est fortement économique.
Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, la problématique, elle est un peu complexe. Donc, il y a cette crise énergétique qui s'abat sur le continent européen, mais n'oublions pas aussi la part de l'inflation qui est en train de grimper et on a des estimations d'une moyenne de plus de 9% pour l'année 2023. Et ça nous donne des prévisions vraiment pessimistes pour l'économie européenne, d'où déjà la réaction en ce moment des différentes bourses au niveau européen et au niveau mondial. Et je pense que l'Union européenne vraiment est dans une course contre la montre pour essayer de trouver des solutions et des alternatives. Mais je pense que la marge de manœuvre est très réduite en ce moment et l'Union européenne devrait faire avec un plan d'austérité énergétique et économique qui va un peu vraiment mettre l'Europe dans une phase très délicate, surtout en termes économiques et aussi par la suite en termes sociaux aussi. Donc, quand on parle de récession, il y a déjà beaucoup d'usines de production en Allemagne qui sont on va dire, à l'arrêt partiel, les usines d'aluminium et tout. Nous avons bien entendu parler qu'il y a des productions qui produisent maintenant à mi-temps. On n'est pas arrivé à l'hiver. L'hiver, donc, il y a une autre problématique par rapport au chauffage de l'Europe. Mais la production, déjà, le plus grand pays producteur et industrialisé d'Europe, il est déjà plongé dans des contraintes. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les gens essaient de un peu déplacer le débat sur cette crise énergétique et ont tendance à mener le débat sur les restrictions par rapport aux consommations des ménages en termes de produits énergétiques et particulièrement le gaz et l'électricité. Mais le vrai débat aujourd'hui, il se situe par rapport à l'économie européenne qui va en souffrir aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les coûts de l'énergie ont grimpé de plus de 10 fois ces derniers mois. Et là, les coûts de production ont bondi de plus de 30% pour certaines économies. Et aujourd'hui, avec un coût de production qui a grimpé de 30%, ça devient très difficile déjà de produire et de rester compétitif sur le marché international parce que l'Europe, elle vit aussi dans un monde globalisé, donc elle est extravertie, une économie qui dépend beaucoup de l'exportation. Les derniers chiffres par rapport à l'économie française, c'est que son déficit de commerce extérieur a atteint les 100 milliards de dollars. Donc déjà, il y a une progression par rapport à l'année 2021 qui était déjà de 85 milliards d'euros. Et à 8 mois de l'année 2022, déjà, on est à plus de 100 milliards d'euros de déficit. Donc c'est très, très important comme progression. Mais surtout, il y a l'outil de production qui va en souffrir dans les mois à venir. C'est pour ça que là, qu'on parle d'une récession durant la première partie de 2023 et qui peut devenir même problématique en termes de capacité de production des économies européennes, surtout par exemple si ça touche vraiment l'économie allemande qui est très dépendante aussi des autres économies des autres pays de l'Union européenne. C'est une économie qui est très intégrée à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, vraiment, ça devient une menace de survie par rapport à l'économie européenne. Monsieur Abdelrahman Hadef, nous avons vu des débats au sein du Parlement européen les derniers jours, des débats très d'un temps très élevé. Donc tous les chiffres des derniers rapports de l'FMI disent que le produit intérieur brut des pays européens peut atteindre une baisse de 6%. Mais même s'il serait, donc il y a ceux qui sont pour la coupure totale, mais qui disent qu'il faut aller s'approvisionner ailleurs. Mais ceux qui refusent cet arrêt total disent que même si on se procure du gaz de schiste américain ou qatari ou même celui qui vient du sud,
ça coûterait toujours plus cher. Et c'est la compétitivité de l'économie et du produit européen par rapport aux produits américains et déjà par rapport aux produits chinois, déjà qui a du mal à faire face. Écoutez, comme on l'a dit au départ, les alternatives sont vraiment réduites. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives par rapport au gaz russe en termes de prix, mais surtout en termes de quantité. Parce que si on va ramener du gaz de l'Amérique ou de l'Asie ou du Golfe, ça va nous coûter encore plus cher. Mais la vraie problématique, c'est que c'est un gaz qui vient liquéfier. Donc on a besoin d'infrastructures de regasification de ce produit-là et qui n'existe pas aujourd'hui en Europe. Et les estimations donnent que ces infrastructures ne peuvent être réalisées que à moyen terme, donc c'est une durée de 3 années. Donc ça devient une vraie problématique. Donc ceux qui demandent l'arrêt total des approvisionnements en gaz russe sont tout à fait à côté de la plaque. Ils ne pourront jamais accéder à ça parce que déjà la décision, elle est plus du côté russe qui est en train de réduire à son gré les approvisionnements. Par rapport aux sanctions européennes. Bien évidemment. D'ailleurs, la dernière, c'est qu'il y a eu une condition. Si jamais, parce que l'Union européenne veut plafonner le prix du gaz russe. C'est la proposition américaine. Voilà. Et là, les Russes ont totalement refusé cela. Ont déclaré, si jamais on accède à cette décision, ils vont arrêter carrément les approvisionnements. Et là, ça devient vraiment, un grand souci pour l'Union européenne parce que déjà, on aura un effet de cascade sur les économies européennes par l'effet sur l'industrie, comme des pays comme l'Allemagne, qui sont des pays très énergivores. Ils ont leur économie basée sur certaines industries comme l'industrie du bâtiment, l'industrie métallurgique et l'industrie de l'agriculture, donc tout ce qui est produits phytosanitaires. Et là, ça devient vraiment problématique pour l'industrie allemande. La même chose pour la France et les autres pays et l'Italie. Donc aujourd'hui, je pense que l'Union européenne est prise à son propre piège et elle est en train d'essayer de trouver des solutions à travers des mesures, mais à mon sens, et j'espère me tromper, à mon sens, qui n'auront pas un grand impact sur la situation à court terme. C'est pour cela que ce plan de Repower EU est très important pour déjà, parce qu'il faut un peu l'expliquer, il est axé sur 3 axes. Le premier, c'est la diversification des approvisionnements. Sur ce point-là, pour ne pas oublier, oui. Des experts parlent de cette diversification. Ils disent que toutefois, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre en cas d'interruption totale, car au sein de l'Europe, des goulets d'étranglement pourraient limiter des possibilités de réacheminement de ce gaz en raison de capacités d'importation insuffisantes et des contraintes de transmission. Ces facteurs pourraient entraîner des pénuries représentant de 15 à 40% de la consommation annuelle. Il y a des problèmes logistiques. D'ailleurs, même les Américains, au jour d'aujourd'hui, pour le gaz de schiste, ils ont des problèmes d'accessibilité continue au méthanier. Bien évidemment, sur le court terme et le très court terme, c'est évident aujourd'hui que l'Europe va connaître une situation un peu dramatique, si on peut se permettre le mot, parce que la situation sur le terrain, elle est très difficile à gérer, que ce soit en termes d'approvisionnement aux produits pétroliers et gaziers, ou que ce soit en électricité. Donc les deux vont de soi. Mais la problématique aujourd'hui, c'est comment l'Union européenne se projettera dans les années à venir, commençant par l'année 2023, déjà pour maintenir l'activité économique qui va être impactée, fortement impactée par cette situation, mais surtout se projeter pour une relance. C'est pour cela qu'ils anticipent avec ce plan de 2027, qui est un plan en termes de financement colossal. C'est pratiquement 300 milliards d'euros qui vont être retenus pour
cette transition énergétique. Donc, on parlait des axes de ce plan, c'est la diversification des fournisseurs, des approvisionnements. Deuxième point, c'est l'accélération de la généralisation des renouvelables, donc des énergies renouvelables, les énergies vertes. Et le troisième axe, c'est l'économie en énergie, donc c'est l'efficacité énergétique. À ce point-là, je pense que l'Union européenne, elle connaîtra des difficultés pour les mois à venir. Parfait, donc nous allons revenir sur ce point de cette efficacité énergétique et de cette transition énergétique qu'on voit toujours pas le résultat. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui est consacré au dossier d'actualité internationale. Si l'Europe pourra-t-elle survivre économiquement sans le gaz russe? Nous avons vu dans la première partie toutes les mesures que l'Europe essaie de prendre afin de contrer une éventualité de coupure totale du gaz russe déjà qui s'est fait impacter par la coupure totale pour la France et la presque totale pour l'Allemagne. Comment l'Europe est-elle en train de se préparer? Est-ce que pourra-t-elle résister? Et nous continuons toujours avec notre invité, M. Abdelrahman Hadef, notre expert en économie internationale. Rebonjour. Rebonjour. Nous parlions sur ces investissements, ces fameux 300 milliards que l'Union européenne va investir ou qui a déjà commencé à investir pour relancer ou trouver des alternatives à cette dépendance vis-à-vis du gaz russe. Vous avez parlé sur un point très important qui est la transition énergétique. Déjà l'Europe qui est en train de travailler sur cette transition énergétique depuis, on va dire, 10 à 20 ans. Mais nous avons vu à la réunion de la COP 26 à Glasgow que cette transition ne donne toujours pas assez de résultats. Nous avons vu l'hiver passé comment que tous ces systèmes d'alternatives ou d'énergie alternative n'a pas suffi à la forte consommation européenne. Bien évidemment. Écoutez, nous sommes rentrés de plein pas dans une nouvelle ère dans la géopolitique aujourd'hui. Et quand on parle de transition énergétique, c'est aussi une question de transition écologique en même temps, qui vont de pair. Et aujourd'hui, je pense que l'Union européenne est un acteur qui est très engagé dans ce dossier-là, mais les choses n'ont pas évolué comme c'était prévu. Surtout dans ce point, ne voyez-vous pas qu'ils font une machine arrière sur ce plan? On parle de relancement des stations d'électricité au charbon. On parle de réouverture de centrales nucléaires en Allemagne qui a complètement arrêté ces centrales nucléaires. Il y a un grand débat farouchement débattu par la classe politique française sur la fermeture de Fessenheim qui était une centrale nucléaire flambant neuve qui a été fermée à cause de cette politique écologique. Mais maintenant, c'est une machine arrière. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, comme ça a été dit lors de la première partie, est prise dans son propre piège. Au départ, elle avait des prévisions, des projections en termes de transition énergétique, en termes de transition écologique, parce que nous avons vu ce que les écolos, les Verts, ont pris comme poids dans le débat politique au niveau européen, mais avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les choses ont évolué dans un autre sens et l'Europe se retrouve dans une situation où elle est en train de un peu remettre en question tous ces engagements en termes de transition écologique et d'empreinte carbone, etc. Donc aujourd'hui, c'est un dilemme que vit l'Europe avec tous ces engagements en termes environnementaux et ce que vit au jour de jour aujourd'hui. La situation économique est, comme je l'ai dit, dramatique et très préoccupante. Donc l'Europe se doit de trouver des solutions.
Et là, elle est obligée d'aller voir ailleurs, autre que les ressources comme le gaz ou les énergies renouvelables, mais revenir vers d'autres sources d'énergie comme le charbon, le nucléaire. Et aussi, on a constaté, il faut le noter, que la voix des écolos a baissé ces jours-ci. Il y a Oui, c'est par rapport à cela, car leur programme, leur plan, ben, on va dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ils ont voulu courir deux lièvres à la fois. Sanctionner la Comment Russie, cela? qui est leur principal fournisseur en gaz et en produits énergétiques, et procéder à une transition énergétique qui dépend de ce gaz. Donc, on voulait faire deux actions qui ne peuvent pas aller en même temps et en parallèle. Et c'est pour cela que le programme, on revient toujours sur le plan Repower EU 2027, là, il y a une nouvelle vision déjà de diversifier les fournisseurs, accélérer déjà le programme du renouvelable, mais aussi aller vers une efficacité énergétique, ce qui permettra aussi de tenir les engagements en termes environnementaux. Mais il faut reconnaître que cela ne se fera pas de Demain. façon aisée et ce ne sera pas pour demain. Dans ce cas bien précis, donc, l'Europe n'a pas prévu tout cela. On le sent, on le voit, ces prévisions, parce que généralement on dit que les pays occidentaux, l'Europe, ils ont des calculs, des statistiques, des prévisions et des perspectives. Car il y avait déjà un projet qui a démarré, c'était le gazoduc russo-allemand, c'était le Nord Stream 2. Donc, même dans les politiques économiques européennes, les perspectives étaient avec le gaz russe. Écoutez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'entend à dire que l'Europe a été dépassée par les événements. Donc, les études qui ont été menées, les prévisions qui ont été tracées, tout cela n'ont plus sens aujourd'hui du fait que l'Europe a été dédoublée par des événements qu'elle ne pensait pas qu'ils allaient prendre autant d'ampleur. D'ailleurs, il tout en faut sachant juste, que les sanctions sont européennes et non pas justement, russes au départ. Justement, il faut juste revenir aux déclarations des politiques européens, à l'exemple de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Oui, française, la fameuse guerre totale. qui a déclaré, juste après le début du conflit, que l'Europe va faire effondrer L'économie russe. Donc on va Et voir, jamais la Russie n'a eu autant d'entrées d'argent que dans cette période de sanctions. mieux encore, laissez-moi vous dire que c'est paradoxal, c'est que la Russie a baissé le niveau de ses exportations et en même temps, elle engrange des sommes colossales en termes... Plus qu'elle n'exportait auparavant. Bien évidemment. Donc elle est gagnante sur l'ensemble des terrains. Et là, l'Europe doit revoir sa copie dans sa relation internationale et aussi dans sa gestion en interne, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a des divergences énormes au sein de l'Union européenne. Et c'est pour cela que la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, vient de déclarer qu'il faut éviter l'égoïsme politique et aussi travailler sur un système de solidarité. Parce que c'est sur ce système de solidarité qui va nous mener à parler sur ces solutions que des pays du Sud européens ont essayé et essaient d'aller chercher. Par exemple, le partenariat avec l'Algérie, ce partenariat déjà qui est d'ores et déjà solide. L'Algérie est un partenaire de confiance très fiable d'auparavant avec l'Italie, avec l'Espagne. Elle a toujours respecté ses contrats. Maintenant, ne voyez-vous pas qu'il y a, on va dire, une jalousie interne? Donc les pays du Nord disent aux pays comme l'Italie par exemple, qui avec son partenariat déjà, qui a beaucoup évolué avec l'Algérie, d'être solidaire. Ça veut dire si vous avez du gaz, vous Algériens, quand c'est nécessaire, vous nous le donnez. c'est un débat qui existe actuellement au sein de l'Union européenne.
c'est les actions qui ont été menées dans un cadre unilatéral par certains pays européens et qui ont bénéficié de l'apport de leurs partenaires, y compris de l'Algérie. Maintenant, il y a un grand débat, c'est qu'il faut qu'on aille ensemble. Et c'est pour cela il y a eu la visite du président du Conseil européen, Charles Michel. C'est un peu pour recadrer, voilà, Charles Michel, pour recadrer les autres pays européens qui sont en train de se mettre dans une course en unilatéral. On a vu l'Italie, on a vu la France, on voit aujourd'hui l'Espagne qui est en train de solliciter l'Algérie pour une rencontre entre les deux pays. Mais maintenant, les autres membres de l'Union européenne sont inquiets de cette approche unilatérale de certains pays. Voilà, c'est pour cela que lors de la dernière réunion, la Commission européenne a demandé qu'il y ait de la solidarité et qu'il faut éviter l'égoïsme. Maintenant, il faut qu'on revienne vers des fondamentaux. L'Europe doit reconnaître ses erreurs envers les autres partenaires. C'était des choix stratégiques qu'aujourd'hui... ils ont beaucoup investi d'un côté que d'un autre. Bien évidemment. Et là, c'est le moment que l'Europe doit revoir sa copie pour un partenariat encore plus équilibré au profit des Européens, mais surtout au profit de ses partenaires. C'est pour cela que dans ce projet de plan de transition énergétique de l'Europe à 2027, avec une allocation de ressources de 300 milliards d'euros, doit être aussi une partie consacrée à des investissements sur in situ, dans les sites de production des pays partenaires, y compris l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui ne doit plus être considéré et vu comme un simple fournisseur, mais surtout un partenaire économique. Qui dit partenaire économique dit investissement sur les infrastructures de production et d'exploration et pas seulement sur les aspects de commerce et d'échanges commerciaux. Dans ce point, M. Hadef, les experts disent que l'Algérie est un bon élève et devient maître en la matière. Elle a fait savoir à tous les partenaires potentiels, même avec les accords avec l'Italie, que l'Algérie, dans ses prochains accords, ne le fera que dans la pérennité, dans le long terme. Et donc l'Algérie, elle refuse d'être un point d'échange et qu'elle est là pour ceux qui investissent avec elle. Nous avons vu, les Italiens, ils ont mis le paquet dans l'exploration, dans l'exploitation, dans la distribution. Et l'Algérie veut des partenaires dans ce sens. Laissez-moi dire que le langage a bien changé et que l'Algérie aujourd'hui parle aussi le langage des intérêts. Exactement. Et là, en premier pas, elle a mis la pierre de la souveraineté bien en évidence. C'est que nous allons parler tout en ayant un pays souverain qui décide de son avenir et qui ne subit pas de pression et les choix imposés. Aujourd'hui, l'Algérie est dans cette optique-là. Maintenant, aux partenaires européens, je pense qu'ils sont aussi intelligents pour qu'ils le comprennent, qu'ils doivent changer. Et je pense que la déclaration... Le temps a beaucoup changé vis-à-vis d'Alger. Je pense que la déclaration du président du Conseil européen, Charles Michel, après l'audience qu'il a eue avec le président de la République, l'a bien dit de façon bien claire et subtile que nous allons travailler pour l'amélioration de la coopération entre les deux parties. Et là, je pense que maintenant, il faut passer à une autre... D'ailleurs, il a même accepté de revoir et réviser l'accord d'association dans le cadre, parce que déjà l'Algérie le demande depuis 2019. C'est pour ça que je dis, il l'a annoncé de façon subtile. Donc, dans cette déclaration, on voit que l'Europe, déjà, elle est en train de changer la façon de faire avec l'Algérie. À la fin, M. Hadef, donc l'Europe sent le gaz russe, même si elle trouve des alternatives sur le court ou même moyen terme. Elle sera doublée par des pays qui ont signé des accords unilatéraux comme l'Italie, comme la Turquie commercialement. Donc l'épreuve est là.
l'Allemagne risque de perdre son industrie et ses marchés à l'échelle internationale avec une délocalisation, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur industriel allemand qui pensent, ou d'autres qui ont déjà délocalisé leur production. Écoutez, je pense que il y aura un grand débat au sein de l'Union européenne Qui a déjà commencé sur le modèle politique qui existe et qui régit cette union. Parce que là, on se rend compte que ce modèle est arrivé à échéance. Il ne produit plus. Et là, il n'assure plus la sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est arrivé à échéance, c'est que c'est arrivé à toucher des aspects sécuritaires et de souveraineté. Donc aujourd'hui, l'Europe serait dans un débat de réviser un peu le fondement de cette union pour qu'elle soit un acteur majeur de l'ordre économique mondial et de la géopolitique. Parce que les choses se jouent ailleurs aujourd'hui. Il faut reconnaître que la géopolitique elle est en train d'évoluer de façon très rapide avec une hégémonie américaine qui est en train de faire retarder les changements sur le niveau mondial, mais l'émergence d'autres pays et de nouveaux axes qui sont en train de bouleverser tout cet ordre. Donc l'Europe, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Elle sera où? Sa place serait où dans cet ordre économique mondial, parce que on voit que aujourd'hui c'est le langage des intérêts, et les intérêts de l'Europe apparemment sont en train d'être bafoués par une crise qui la dépasse et qui menace même son existence. Et c'est pour cela que des pays essayent de jouer en solo pour se redéployer sur la scène internationale. Donc, c'est pour ça que dernièrement, rien qu'hier, dans la réunion des pays de l'accord de Shanghai, ils se sont mis d'accord déjà pour travailler avec et faire des transitions financières avec leurs propres moyens. Déjà, c'est peut-être, pour terminer cette émission, ne croyez-vous pas que déjà, l'euro, à court terme, il ne sera plus une monnaie internationale? Si ça continue comme ça. Laissez-moi dire qu'aujourd'hui, l'ordre économique mondial et l'économie mondiale en général est en train de subir la dérive du système financier. Et c'est pour cela que des pays ne font plus confiance au système financier mondial. Voilà, basé sur les accords de Bretton Woods et les institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, aujourd'hui, ils sont en train de penser à se mettre sur un nouveau système plus équitable, plus équilibré et plus sûr. C'est pour cela que déjà, on voit l'émergence d'un groupe, d'un cartel qui est le BRICS, qui est en train de travailler sur l'émergence d'un nouveau système, avec surtout la création en 2014 de la nouvelle banque de développement, et qui devient aujourd'hui un instrument un peu parallèle au FMI. Et avec des fonds colossaux. Bien évidemment. Et qui fait que les pays sont en train de se dédollariser du système financier actuel et aller vers des échanges avec d'autres monnaies. Et là, on voit aussi la crise qui surgit sur l'euro après 20 ans d'existence, avec une place sur la scène internationale, bien sûr financière. L'euro est en train de subir vraiment des dégâts. Donc le mois d'octobre sera très chaud dans les événements géopolitiques et économiques à la scène internationale. Nous verrons de cela de près. Nous vous remercions, M. Abdelrahman Adef, notre expert en économie internationale, pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et nous remercions nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin de ce débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain sur un autre dossier. Bien au revoir.